Bonjour et bienvenue à cette nouvelle web-conférence organisée par Sud-Ouest et TV7 dédiée à la santé au Pays Basque. Nous avons abordé les questions de parcours de soins, de santé mentale. Dans cette conférence, nous nous intéressons au métier de soignant. Les établissements de santé nous le disent et nous le redisent. Ils sont en tension, ils rencontrent d'importants problèmes à recruter, manque de médecins, d'infirmiers, d'aides-soignants. Un échange organisé par la rédaction de Sud-Ouest Pays Basque. Nous sommes toujours à l'agence de Bayonne avec le responsable Bienvenue. d'édition. Merci de votre accueil chaleureux, Pierre Sabatier. Vous avez encore d'intéressants invités à nous proposer. Oui, absolument, autour de la table. Pour cette table ronde, nous avons Franck Cholon, qui est le nouveau directeur des instituts de formation et directeur des soins par intérim du centre hospitalier de la Côte Basque. Si je dis école d'infirmière, je résume un peu, mais c'est à peu près ce que ça veut dire. Non, on peut dire ça, sauf qu'il y a aussi un institut de formation pour les aides-soignants. Ah voilà, et les aides-soignants. Très bien, bonjour. Stéphane Fagot, vous êtes le nouveau directeur de la polyclinique Sud Pays Basque à Saint-Jean-de-Luz. François Gouffran, directeur de la clinique de lait à Bayonne. Et Karine Ribarin, vous êtes administratrice du réseau EHPAD du Pays Basque. Et puis on salue Nicolas Bridou de la clinique Landouzy à Cambo qui devait être avec nous, mais le Covid en a décidé autrement. Et donc il n'a pas pu nous rejoindre à cette table ronde. Alors, comme je le disais, on l'a entendu lors des précédentes conversations et on l'entend, on le voit un petit peu partout, les personnels de santé sont en tension, il y a un problème de recrutement. François Gouffran, est-ce que selon vous, il y a aujourd'hui un rapport de force qui s'inverse, c'est-à-dire que ce sont aux établissements de santé à être attractifs auprès de candidats qui finalement ont l'embarras du choix? Alors je ne sais pas si on peut dire qu'il y a un rapport de force, parce que ce n'est pas comme ça trop que je conçois les relations qu'on va avoir avec les professionnels du soin. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en effet, c'est qu'on a du mal à remplacer les gens, notamment sur des contrats de remplacement, si je parle de la clinique de lait. Aujourd'hui, voilà, on se rend bien compte, et vous avez dû l'évoquer avec les autres participants, c'est bien le sujet. Donc l'idée, c'est comment faire pour, en effet, qu'ils viennent chez nous, qu'ils postulent chez nous et qu'ils restent. Alors cette question, elle a toujours été présente, c'est pas nouveau. Et chacun, il va de ses actions. On peut en parler et développer un petit peu. Alors, c'est pas nouveau, mais c'est extrêmement marqué. Mais oui, là maintenant, la difficulté, c'est ça. Donc déjà, c'était, si je parle de lait, là, où on a peu de turnover. Donc ça nous a, on a senti le phénomène un peu plus tard que d'autres collègues d'autres régions avec qui j'ai pu échanger. Mais nous aussi, on s'est retrouvés en tension, forcément. Ça s'aggrave actuellement avec les cas Covid, que vous ayez le Covid, que l'enfant ait le Covid, que l'enfant soit contact ou je ne sais pas quoi. Donc de toute façon, maintenant, en plus, c'est encore pire en ce moment. Et ça, indépendamment du travail qu'il y a à faire. Parce que même si ici, bon, à part l'hôpital, on n'a pas subi le Covid comme l'ont subi d'autres établissements publics ou privés en France, on a quand même des équipes qui sont fatiguées. Et c'est peut-être un peu le sujet aussi, mais qui sont un peu fatiguées de tout. Et qui vous disent ça va, mais ça va pas. Donc il y a ça qui vient un petit peu embrumer toute la situation et toutes les quand tensions. ça va pas, quelles sont vos réponses? Ah ben, on écoute. Mais la première chose, c'est vraiment écouter et être présent. Enfin, moi, pour comprendre parfois que on ne peut pas l'expliquer parce que c'est peut-être cette ambiance Covid anxiogène depuis 1 an, 2 ans, etc. qui est là, et que c'est pas forcément non plus de la masse de travail, parce que comme je vous le disais, on ne s'est pas fait ravager par des patients Covid comme dans d'autres endroits. Mais en même temps, comme il y a beaucoup de remplacements, les gens reviennent parce qu'il y a des absents, donc ça fatigue les équipes. Donc, une des solutions qu'on a eues, c'est qu'on a fermé un étage de chirurgie sur des choses qui étaient programmées, qui n'étaient absolument pas, qui pouvaient vraiment être déprogrammées pour que les équipes se concentrent sur les patients qui vraiment ne pouvaient pas être déprogrammés. C'est ce qu'on a fait pour détendre un petit peu la situation pendant 1 mois. Stéphane Fagot à Saint-Jean-de-Luz, on sent aussi cette tension, cette fatigue des soignants. Oh, oui, évidemment. Et à peu près dans les mêmes caractéristiques que François, que chez François. C'est-à-dire qu'on a, nous, la chance d'avoir des équipes soignantes extrêmement stables, avec peu de turnover, mais évidemment, elles sont soumises à toutes les mêmes
difficultés que l'ensemble de leurs confrères et consoeurs, c'est-à-dire la maladie, ce qu'on avait habituellement, mais c'est majoré avec le Covid des proches, le Covid des enfants, le Covid des conjoints, des compagnons. C'est plus perturbé aujourd'hui finalement qu'au mois de mars 2020 au En début fait, oui, en fait, c'est plus perturbé dans la mesure où on n'arrive pas à trouver de remplaçants pour les courtes durées. Et alors, pourquoi ? Parce qu'il n'y en a quasiment pas sur le marché. Le métier C'est-à-dire que ça a été mal anticipé, on a mal envisagé il y a 10 ans, 15 ans de ça, le besoin qu'il y aurait ? Je ne sais pas s'il aurait été facile d'anticiper le fait qu'aujourd'hui, une infirmière formée, son diplôme en poche, d'ici 5 ans, elle aura probablement quitté le métier dans pas mal de cas. C'est une nouveauté dans nos métiers. Je pense que les jeunes qui arrivent sur une voie de formation et à un moment donné, probablement qu'il y a des sujets à travailler dans notre métier pour leur donner du sens dans ce qu'ils font, parce que souvent, et je rejoins François en disant qu'il faut vraiment écouter, et je pense qu'il faut vraiment écouter ce qu'ils nous disent depuis des années. La période Covid a offert une caisse de résonance sociale à l'ensemble des équipes soignantes en disant, nous, on a besoin de temps, du temps pour prendre en charge les patients. On a besoin de temps aussi pour nous, du temps personnel, les plannings, l'organisation du travail, c'est aussi un élément important dans la vie. Effectivement, il y a aussi ces éléments de revalorisation salariale dont on a entendu parler, c'est-à-dire que c'est Bac plus 3, c'est Bac plus 4, c'est Bac plus 5, pour quelle rémunération ? Et ils se regardent, les uns, ils ont des copains, des copines, des amis en sortie d'études. Ils voient bien que parfois, le compte n'y est pas forcément. Ouais, pour quelle rémunération, justement ? Vous pouvez nous rappeler pour quelle rémunération ? Une infirmière, par exemple ? Aujourd'hui, une infirmière qui débute, son salaire en fonction de l'établissement, en fonction de ce qu'elle fait, ça va être entre 1 500 et 1 800 euros bruts mensuels. Donc, on peut se dire c'est bien, mais eux peuvent se dire aussi c'est mieux ailleurs et c'est mieux dans d'autres métiers. Quels sont les profils, Monsieur Choulon, que vous accueillez au sein de votre institut ? Qui sont ces jeunes gens qui veulent devenir infirmiers, infirmières ? Vous leur dites pas qu'ils vont pas gagner beaucoup d'argent en arrivant. On évite de parler d'argent au début, sans doute. On est plus dans une stratégie de valorisation des métiers du soin paramédicaux en lien avec les perspectives d'évolution de carrière. Ça, c'est peut-être un des premiers leviers. Le profil de nos étudiants reste sensiblement le même qu'il y a, j'ai envie de dire, une petite quinzaine d'années, c'est-à-dire avant que la formation se réforme et soit universitarisée. Donc là, on est en 2009-2010. On a par contre des étudiants qui sont sur un profil universitaire, c'est-à-dire plus dans un parcours, en tous les cas une démarche d'études qui s'engage longue et plus du côté de la recherche, avec, et on le voit apparaître là depuis 4 ou 5 ans, des perspectives d'évolution vers les pratiques avancées, et on pourra y revenir si vous le voulez tout à l'heure, mais en l'occurrence en lien avec un certain nombre de pénuries qui s'installent soit sur les territoires un peu désertifiés, soit sur les territoires plus populationnels, mais en tous les cas dans des motivations à faire évoluer plus rapidement leur carrière que ce qu'ils faisaient auparavant. C'est-à-dire, en fait, ce sont des étudiants qui imaginent que là, aujourd'hui, ils sont à l'hôpital et demain, ils seront en libéral ? Par exemple, mais pas uniquement. Les pratiques avancées, ça peut être aussi quelque chose qui reste institutionnalisé, mais dans un développement de compétences autres, supérieures, et en tous les cas diversifiées par rapport aux formations initiales. Karine Ribérin, alors vous êtes administratrice d'un réseau d'EHPAD au Pays Basque. Difficile de parler avec vous, de démarrer notre interview différemment que de ce livre dont on parle beaucoup, Les Fossoyeurs. Donc, 3 ans d'enquête d'un journaliste qui met à jour les mauvais traitements dont sont victimes les résidents d'EHPAD. Comment réagissez-vous à cette enquête déjà quelle a été votre réaction ? Est-ce que vous êtes d'ailleurs préparé, j'imagine, à ce que je vous pose cette question ? Oui, bien sûr, je m'y attendais. Votre micro, s'il vous plaît. Je m'y attendais forcément, vu l'actualité. Alors, je dirais encore une fois, ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de maltraitance en EHPAD.
Je pense que c'est un vrai symptôme de ce qui se passe actuellement dans les établissements. Je pense que l'erreur qu'on pourrait faire, c'est de faire un focus sur les groupes privés, parce que là, il s'agit d'un groupe privé. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est plutôt qu'il faut regarder les EHPAD dans leur ensemble et parler des EHPAD associatifs, publics, qui ne font pas de bénéfices. Et Oui, qui mais là- manquent aujourd'hui de moyens aussi pour Et là, fonctionner. là, les listes sont extrêmement longues et donc c'est souvent pour ça que finalement on bascule sur d'autres établissements. Alors, Ça manque de moyens. si effectivement, alors oui, à partir du moment où il n'y a pas de reconnaissance des pouvoirs publics de nos fonctionnements, ça va être difficile pour le citoyen d'avoir un regard positif. Et en plus, quand on voit des sujets d'actualité tels que ceux-là. Ça ne va pas vous aider à recruter. Et non, bien sûr que ça ne va pas nous aider à recruter, mais je pense qu'il faut vraiment le prendre en considération. Alors, Et comment est-ce que vous, au sein de votre réseau, vous garantissez que justement les personnes que vous accueillez, elles ne sont pas maltraitées, elles sont tous les jours, peu importe, même s'il n'y a pas de visite, elles sont bien accueillies, prises en charge? d'abord, je pense que la maltraitance, il faut la dénoncer. Alors peut-être que des sujets comme celui qu'on entend actuellement à travers ce livre, ça permet de dénoncer, et il faut le dénoncer. Par contre, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Et Alors, qu'est-ce nos qu'on peut faire, équipes justement sont en difficulté aussi, Ouais. tous les jours. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a certains proposent justement d'organiser des contrôles surprises, des gens qui... Ça va être habilités. difficile pour les pouvoirs publics d'organiser des contrôles à partir du moment où on sait que c'est eux qui ne donnent pas les moyens suffisants pour fonctionner. Donc à partir de là... Alors, c'est pas toujours le cas quand même dans cette affaire-là où on est d'accord Alors, qu'on là, parle... on est Ouais, encore voilà, une on fois est sur des EHPAD qui sont extrêmement chers et qui ont plutôt pas mal d'argent, un gros groupe. Donc là, c'est pas un problème d'argent, c'est un problème Oui, de maltraitance sur des personnes dépendantes. absolument. Mais il s'agit encore une fois d'un groupe privé. Alors, peut-être qu'il y a un fonctionnement particulier que je ne connais pas. Moi, je dirige un établissement associatif. Vous n'êtes pas coté en bourse, vous? Non, nous, on n'est pas coté en bourse. Et alors donc le recrutement, il était déjà difficile avant cette histoire-là. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que ça coince? Je pense que aujourd'hui, il faut répondre d'une autre manière aussi aux professionnels qui pourraient être intéressés par nos métiers. Le secteur gronde depuis longtemps. La crise Covid a sûrement été aussi un déclencheur ou un redéclencheur, ou en tout cas a mis en lumière les problématiques du secteur qui existent depuis déjà longtemps. Il faut les entendre, quoi. Il y a d'ailleurs un mouvement du secteur médico-social là, qui est prévu le début février, c'est ça? Absolument, parce que le Ségur, si j'ai bien compris, Oui. ne prend pas en compte tout le personnel c'est de ça, vos établissements. Aujourd'hui, le Ségur de la santé ne touche pas les professionnels du secteur social et médico-social. Par exemple, moi, je dirige une association qui gère plusieurs établissements, un EHPAD et tout à côté une résidence autonomie. Il y a des professionnels qui travaillent dans les deux établissements et donc, lorsqu'ils travaillent du côté de l'EHPAD, ils ne perçoivent pas le Ségur. Ils perçoivent le Ségur, pardon. Et lorsqu'ils travaillent à la résidence autonomie, ils ne perçoivent pas le Ségur. C'est une aberration complète. Ça ne va pas aider non plus à recruter. Non, parce qu'il y a forcément une attention de la part des professionnels aux salaires qu'ils vont gagner. Mais pas seulement, je crois qu'il faut répondre aussi en matière de qualité de vie au travail. Mes collègues en ont déjà parlé, mais il y a une attente aussi de la part des personnes aujourd'hui en matière de qualité de vie au travail. François Gouffran, est-ce qu'on l'a pas mal entendu, cette idée de réenchanter la profession, ces professionnels de santé qui... Peut-être que si pendant cette crise Covid, ils ont eu un sens dans leur fonction qui est venue à eux, une reconnaissance très forte. Et puis là, ça s'arrête. Comment est-ce qu'on peut faire ce réenchantement? L'enchantement, je ne sais pas quand même. Hein. Vous savez, c'est relativement simple. Il y a une reconnaissance financière, parce que même dans notre secteur, s'il y a eu le Ségur, c'est passé déjà. C'est comme s'il n'y avait pas eu grand-chose. Parce que peut-être qu'il faut encore un Ségur, peut-être qu'il manque encore une marche pour que les soignants soient rémunérés à la hauteur de leur formation et de leur rôle. On s'est bien rendu compte qu'ils étaient quand même très importants. Et
Parallèlement à ça, il y a les conditions de travail. Ça, c'est quelque chose qui ressort très très souvent quand on parle avec des soignants, d'où qu'ils viennent. Ils préfèrent gagner moins, mais bien travailler et rentrer chez eux. Alors moins, un peu moins. Oui, il ne faut pas exagérer non plus. Ouais. Mais ils préfèrent, voilà. Mais si les conditions de travail, comme tout un chacun, quand on est content de ce qu'on a fait, et surtout sur des métiers de soins où vraiment on est sur de l'humain, on ne fabrique pas des boîtes de chaussures. Hein. Donc s'ils ne sont pas contents, ils vont pas rester. Voilà, donc déjà, c'est qu'ils aient donc le matériel qui soit en nombre suffisant, qui soit respecté avec leurs collègues ou les médecins avec qui ils travaillent, l'ensemble des collègues. S'ils se sentent bien là, déjà, on peut commencer à discuter. Voilà, mais s'il n'y a pas les conditions de travail pour l'exécution des soins, ça a l'air facile, mais comment est-ce qu'on met tout ça en œuvre? Alors, il peut y avoir plusieurs situations. Je vois ma collègue à gauche. Si vous n'avez pas du tout les moyens, c'est très difficile. C'est plus difficile. Parce qu'en effet, avoir des équipes complètes, ça veut dire qu'on recrute. Avoir le bon matériel au bon endroit dans les services de soins, c'est un peu d'investissement. C'est sûr, il ne faut pas laisser vieillir tout, il ne faut pas qu'ils aient du matériel à moitié cassé, il faut qu'ils aient le matériel nécessaire pour bien faire leurs soins. Il faut qu'ils aient des locaux qui soient entretenus. Il ne faut pas qu'il y ait des linos qui décollent, que la peinture tombe de partout et que les douches soient dégueulasses. Ce n'est pas possible. Ils vont pas aimer. Donc, ils sont juste, c'est des gens normaux, les soignants, vous savez. Mais c'est des gens qui, en plus, vont faire quelque chose qui a vraiment du sens. Ils ont choisi, ils se sont formés pour ça. Donc, si au bout d'un moment, ça n'a pas de sens, chez eux, on ne peut pas être soignant. Enfin, ils vivent mal, on peut les comprendre, hein, s'ils font le travail pas bien ou à moitié par rapport à ce que l'image qu'ils en ont, quoi. Donc ça, c'est indispensable. Et la troisième chose, je dirais, il y a la rémunération, il y a la qualité, il y a le moment où ils font leurs soins. Mais également, il faut aussi, je pense, leur offrir, nous dans notre région, on a un peu cette culture, des moments sympathiques. Alors le Covid, ça nous a coupé toutes les réunions de service, tous les moments un peu apéritifs ou autre chose. Tous les moments de convivialité, ils ont disparu, donc ça manque. Et aussi, essayer d'intégrer dans leur temps de travail des petits moments de détente. Je pense au massage, à de la réflexologie, de la sophrologie, d'autres choses, qu'on intègre ça. Parce qu'il faut aussi qu'ils souffrent, parce qu'ils font des métiers qui sont fatigants, où il y a du stress, où il peut y avoir des tensions physiques également. Donc c'est un peu des mix des trois. Ce sont des infos qu'on entend parfois dans les grands groupes privés, mais pas forcément pour les personnels soignants, justement, jusque-là. Oui, surtout que nous, on n'est pas du tout un grand groupe privé, on est une petite clinique indépendante, et on va le rester. Donc, je disais tout secteur confondu. Hein, voilà. C'est-à-dire que nous, j'ai envie de dire, j'ai rien contre les groupes privés, enfin, j'ai rien. Je préfère les petites cliniques indépendantes, largement. Et parce que ce qu'on fait, on essaie de le faire sincèrement, pas pour le faire savoir. Voilà, et ça fait longtemps, si je pense à la clinique, qu'on fait ça, parce qu'on pense sincèrement que ça a du sens. Et surtout, quand on a testé les choses, ils nous ont dit, oui, ça c'est bien. Le massage de dos, ça c'est bien. La petite ostéo qui vient, ça c'est bien. La réflexo, ça c'est bien. Voilà, parce qu'entre le temps de la séance, ils peuvent l'intégrer dans le temps de travail. Et surtout, ça a du sens par rapport à un port de charge ou à une tension. À Saint-Jean-de-Luz, il y a les problèmes de recrutement, mais déjà comment on conserve le personnel soignant, comment on arrive à garder ces ressources? Quel est votre secret? On n'a pas de secret, je suis comme François, et alors moi je ne suis pas arrivé depuis très longtemps à Saint-Jean-de-Luz, donc je ne fais que succéder à quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur le sujet, mais je pense qu'il y a une ambiance de travail. Et très clairement, vous l'avez dit, l'argent ne fait pas tout, ces moments de convivialité sont importants. Et moi, quand je vais dans les services, et ça fait quelques années que je fais ce métier-là, depuis très longtemps, les soignants nous disent tous la même chose. On veut avoir le temps de faire du soin. Et le soin, pour eux, ce n'est pas du soin technique, c'est du soin relationnel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut faire des formations hypnose et tout ça, mais si les gens n'ont pas déjà 30 secondes pour pouvoir dire bonjour aux gens, eh bien, ils ne s'y retrouvent pas. Voilà. Leur métier, c'est du métier de soin, c'est du métier de relation, c'est du métier de discussion, c'est du métier d'échange, du métier d'écoute. Et donc, aujourd'hui, il faut bien le constater, on est dans un secteur qui, depuis une vingtaine d'années, nous soumet à un paradigme de celui de la technicité. C'est-à-dire qu'il faut faire, et du productivisme, il faut faire plus de soins avec autant, voire moins de moyens. C'est-à-dire que exactement, le pouvoir politique s'est emparé du sujet il y a une vingtaine d'années en disant « la santé, ça coûte cher ». C'est vrai que ça coûte cher. Mais ce coût-là, à un moment donné, il a aussi un impact social et un impact économique. Donc, il faut le prendre en considération. Revoir les choses juste à cette aune-là, ça veut dire que aujourd'hui, on a mis en place dans un système qui favorise du soin technique, de l'ambulatoire, de l'absence de lien, et on a focalisé avec un mode de rémunération
qui rémunère la technicité. Donc, toute cette partie relationnelle qui prend du temps, qui demande de l'attention. On parle de prévention aujourd'hui en disant c'est très important, mais la prévention, pour expliquer les choses aux gens, il faut prendre le temps, il faut dire le temps, faut le donner. Et donc ça, cet élément-là, les soignants, que ce soit les ASH, que ce soit les aides-soignants, parce qu'on parle beaucoup des infirmières, mais dans les soignants, il y en a plein d'autres. Il y a aussi des kinés, il y a aussi des assistants sociaux. Tous ces gens-là ont besoin de temps pour faire leur métier, pour qu'ils considèrent faire leur métier bien. Même chose, la sophro et tout ça. Et alors, est-ce que c'est une prise en compte récente ou finalement, vraiment, ça fait longtemps que vous avez pris ça en main et que vous avez été conscient de la dévalorisation de ces métiers, du manque de personnel? Mais ça fait très longtemps, et Madame Iribarren nous le disait, ça fait très longtemps que le sujet gronde dans les couloirs. Après, il suffit d'écouter. Vous y avez répondu, vous, assez tôt? Alors, on essaye d'y répondre assez tôt. C'est jamais simple, puisqu'on est quand même dans des environnements extrêmement contraints. Je rappelle que l'augmentation des salaires, on peut la décréter, mais l'augmentation de nos tarifs et de nos recettes, on ne peut pas, puisque c'est les pouvoirs publics qui nous les imposent. Donc à un moment donné, c'est-à-dire que donner du temps, c'est quelque part aussi donner de l'argent. C'est-à-dire que le régime de tarification à l'activité tel qu'il est aujourd'hui organise les choses d'un point de vue technique en donnant finalement une certaine unité de temps à certains soins. Quand on va au-delà, eh bien effectivement, l'équilibre ne fonctionne plus. L'équilibre ne fonctionne plus. Monsieur Cholon, est-ce que vous adaptez du coup vos formations par rapport aux nouvelles attentes des étudiants et aux nouvelles considérations du bien-être qu'on peut avoir dans les établissements? Oui, je crois effectivement. Est-ce que ça s'apprend d'ailleurs? Je ne sais pas si ça s'apprend, mais en tous les cas, nos intentions sont de rester extrêmement attentifs au bien-être des étudiants. Et j'ai envie de dire que d'emblée, c'est un peu le leitmotiv de la formation, d'amener les étudiants à penser que s'ils sont bien dans l'exercice de leur pratique, les patients qu'ils vont prendre en charge seront d'autant mieux. Moi, je crois que c'est un véritable enjeu aujourd'hui. Alors, la Covid a été le révélateur, je crois, d'un certain nombre de dysfonctionnements, on peut peut-être les appeler comme ça, mais en tous les cas, je crois qu'on en fait un enjeu majeur aujourd'hui de valoriser les métiers de la santé dès la formation initiale. Et donc, ça passe, comme le disent mes collègues, là, par pour nous, en tous les cas, un travail de concert avec les structures qui accueillent les élèves et les étudiants en stage. Aujourd'hui, la formation, c'est la moitié du temps sur le terrain. Et là, en l'occurrence, les formateurs des instituts de formation sont en première ligne pour à la fois permettre aux étudiants d'avoir une idée assez précise des contextes de soins et en tous les cas des ambiances de soins qu'ils vont rencontrer lorsqu'ils vont être en stage. Et c'est surtout rapprocher les dispositifs de formation aujourd'hui aux réalités de terrain. Donc au-delà effectivement de la crise sanitaire, il y a bien évidemment les conditions de travail que les étudiants rencontrent en discutant et en échangeant avec les professionnels qui les encadrent, leurs tuteurs, et puis bien évidemment aussi les autres acteurs dans les structures de soins. Donc je pense que ça, c'est la première marche. Et à la fois les formateurs qui sont référents de l'ensemble des structures de stage dans lesquelles nos étudiants font leurs enseignements cliniques, et à la fois les étudiants qui sont aussi le révélateur des choses qui fonctionnent très bien, et en tous les cas des contextes qu'ils rencontrent et qui leur correspondent d'un point de vue de la conception qu'ils ont de leur futur métier, et à la fois d'un certain nombre de problématiques en lien avec ce que j'évoquais tout à l'heure, les dysfonctionnements liés aux organisations, liés aux difficultés de recrutement. Vos étudiants sont au sein de l'Institut, c'est presque gagné, ils sont déjà en tout cas partis dans cette démarche-là. Qu'en est-il de tous ceux qui sont au lycée, qui ont peut-être, manquent souvent, on le dit, d'informations sur les cursus, dont les métiers de la santé peuvent faire peur aussi, parce qu'on se dit que c'est des cursus longs, très compliqués, avec une sélection très rigide. Est-ce que là, vous arrivez aussi à parler? Comment faites-vous pour communiquer avec ces plus jeunes? Disons que là aussi, on travaille de concert avec les structures de l'éducation nationale et entre autres les lycées professionnels ou d'enseignement général. Nous participons aux portes ouvertes
ouvertes et les formateurs vont là aussi faire la promotion en présentant bien sûr les métiers de la santé que nous dispensons nous sur le CH de Bayonne, mais d'autres métiers de la santé en matière à la fois d'accession à la formation et de profession a posteriori. Donc le premier niveau, j'ai envie de dire, les formateurs de l'Institut participent de façon, enfin tous les ans en tous les cas, de façon régulière à ces portes ouvertes. Et puis nous participons aussi au Forum des métiers qui est organisé par la ville de Bayonne. Et donc nous y avons participé là, récemment. Donc c'est l'occasion, et nous faisons participer bien sûr les étudiants. C'est les étudiants de nos instituts de formation qui présentent bien la formation dans laquelle ils sont et puis les métiers dans lesquels ils se projettent. Madame Iribarin, quand vous recevez une aide-soignante qui arrive là, qui vient d'être formée, quels sont les premiers mots d'accueil et comment vous la motivez? Parlez. Pardon, oui. Excusez-moi. On lui souhaite la bienvenue d'abord et puis on essaye de l'accueillir. Je pense que le moment de l'accueil, c'est un moment important qui va dénoter aussi de la suite de notre collaboration. Et puis lui dire que c'est quelqu'un d'important dans l'accompagnement de la personne. D'être rassuré Oui, valoriser aussi dans ce qu'elle sait faire, dans ses compétences. Voilà. Et comment est-ce que vous y prenez justement pour valoriser, pour reconnaître ces personnels et les garder? Et les garder, c'est pas facile. Parce que j'imagine qu'il ne suffit pas de dire c'est super, c'est bien. Non, voilà, et puis on ne le dit pas parce que vraiment il y a une réalité qui est pas facile. Alors c'est aussi une ambiance de travail, c'est aussi proposer aux équipes de travailler en solidarité, de travailler en formation. Enfin, alors ça reste difficile aussi d'envoyer les personnes en formation parce qu'on a du mal à les remplacer. Mais c'est proposer aussi des valeurs dans le soin. C'est ce que me disaient aussi mes collègues tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut travailler en éthique. Et la difficulté, c'est souvent ce décalage entre l'envie de bien faire, l'envie de bien soigner, de bien accompagner, et puis la réalité de terrain qui bouscule l'éthique du professionnel. Est-ce que chacun d'entre vous repense aujourd'hui ces métiers de soignant en se disant, voyons, comment est-ce que je vais parler, accrocher un jeune ou un moins jeune, quelqu'un qui voudrait se reformer, comment faire pour leur donner envie, leur dire que c'est épanouissant et comment est-ce que globalement on pourrait communiquer, ou est-ce que peut-être que vous avez besoin aussi de soutien, je ne sais pas, de l'ARS, du ministère là-dessus pour communiquer sur ces métiers? On a besoin de soutien, ça c'est sûr. Nous ne sommes pas des communicants, donc on a besoin aussi d'avoir une visibilité. Et ça n'est pas notre cœur de métier que d'aller chercher cette communication, donc ça on ne sait pas très bien faire. Donc effectivement, on a besoin de moments comme cela. Après, c'est pas simple, quoi. Enfin, c'est vrai que comment faire rester les gens, c'est aussi leur dire que le cœur de leur métier, c'est un métier de l'accompagnement, de l'humain, du partage. Un mot à ajouter sur cette nécessaire communication à faire auprès des jeunes et de ceux qui voudraient se reformer? Monsieur Gouffran? Oui, quand on rencontre quelqu'un qui rentre à la clinique de lait, je ne vois pas tous les gens leur premier jour, mais il m'arrive comme ça, ou directement de les voir sortir du bureau des RH, ou quand je fais le tour dans la clinique, qu'on me présente les nouveaux. Et j'essaie toujours d'avoir un moment pour leur présenter la clinique, pour leur dire des choses que peut-être que le cadre qui les a reçus n'a pas eu le temps de leur expliquer. Je leur fais un peu l'histoire de la clinique, et je leur explique pourquoi ils ont eu raison de venir à la clinique de lait, par rapport à d'autres cliniques, sans dire du mal des voisins, ou pas trop. Voilà, rappeler la clinique indépendante, etc., l'esprit familial, etc. Parce que je pense sincèrement que c'est une valeur forte de la clinique. Et les gens qui restent à la clinique, c'est ceux qui sont attachés à ça. Être dans une clinique à dimension humaine, j'ai envie de dire. Et donc, bon, ça, c'est ce que j'essaie moi, de mettre en avant. Voilà, c'est notre façon de communiquer. Mais en effet, on n'est pas des grands communicants. On ne peut pas être tout à la fois non plus. Merci à tous d'avoir participé à cette webconférence. Je vous rappelle que les 3 webconférences dédiées à la santé au Pays Basque sont disponibles sur sudouest.fr. Merci aux équipes de Sud-Ouest et de TV7 d'avoir si bien organisé ces événements.